Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux que je n'ai pas encore vu en contact, je vous souhaite une très très bonne année. Et pour ce premier article de l'année 2024, j'ai voulu vous proposer une compréhension écrite et en profiter également pour revenir à travers cette compréhension écrite sur l'explication d'une tradition française. Donc on a et de l'interculturel et une compréhension écrite. Donc, dans cet article de blog, eh bien, voilà tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une bonne année. Je vous mets une jolie petite carte et puis ensuite, on plonge directement dans la compréhension écrite et c'est ce qui va nous occuper dans cette vidéo. Je vais vous proposer donc la lecture des questions, la lecture du texte et puis on verra ensemble la correction. Donc, vous allez avoir toute la compréhension écrite. Alors, on va commencer par les questions de compréhension. C'est une question en fait, c'est de la stratégie. Quand vous passez un examen ou si votre temps est compté, si vous passez le DELF ou un autre examen, lisez d'abord vos questions, qu'il s'agisse de compréhension écrite ou de compréhension orale, parce que cela vous aide à être stratégique, cela vous aide à savoir quels éléments vous allez devoir rechercher. Si vous avez tout votre temps et que vous voulez vraiment explorer le texte de fond en comble, hein, complètement, vous n'êtes pas obligé de lire les questions en premier. Mais si vous êtes dans une situation d'examen, lisez vraiment vos questions en premier. Cela vous aidera à savoir quels éléments vous devez repérer et quels éléments sont superflus, ne sont pas utiles. Alors allez, c'est parti, on va lire ces questions de compréhension. Alors la première, quelle est la tradition décrite dans le texte que les buveurs du samedi soir suivent souvent? La deuxième, quels sont les différents types de boissons mentionnés dans le texte? Pourquoi les buveurs doivent-ils trinquer les yeux dans les yeux? À quelle époque remonte l'origine de cette tradition de trinquer en se regardant dans les yeux? Pourquoi était-il courant à l'époque médiévale d'entrechoquer les verres en se regardant dans les yeux? Quel était l'objectif principal de cette tradition médiévale? Comment la tradition a-t-elle évolué de nos jours par rapport à l'époque médiévale? Pourquoi est-il mentionné que les lieux de beuverie étaient propices à l'empoisonnement à l'époque médiévale? Comment les buveurs pouvaient-ils déceler un éventuel empoisonnement à l'époque médiévale? Quelle est la raison actuelle pour laquelle les gens continuent de trinquer en se regardant dans les yeux selon le texte? Voilà, donc il n'y a pas de vocabulaire trop difficile. Trinquer, 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 bon, on va l'avoir avec le contexte du texte. L'époque médiévale, c'est le Moyen Âge, c'est médiéval est l'adjectif qui correspond au nom Moyen Âge. Et ensuite, entrechoquer, eh ben, vous avez, si vous regardez la composition de ce verbe, vous avez entre, donc entre. Pour entre, il faut plusieurs choses, moins de choses. Et puis choquer, choquer, voilà, choquer, c'est faire un choc, faire se rencontrer. Donc entrechoquer les verres, c'est synonyme de trinquer, c'est l'idée de cogner les verres les uns contre les autres. Alors, maintenant qu'on a lu nos questions, vous pouvez prendre le temps, souvent quand vous devez faire vraiment une compréhension écrite pour un examen, prenez le temps de lire deux fois vos questions, de souligner les mots importants, utiliser des couleurs. Mettez en place une stratégie qui vous convient et qui vous facilite la compréhension de vos questions, qui facilite votre concentration par rapport à ces questions. On ne lit pas les questions en pensant à ce que l'on a mangé le matin, hein, on se concentre. Et puis, voilà, mettez en place une stratégie qui vous permet de revenir rapidement sur la liste de questions et d'avoir les mots-clés, par exemple, les mots-clés qui sont soulignés. Comme ça, quand vous repartez dans le texte, vous regardez vos questions et en un coup d'œil, rapidement, vous avez ce que vous devez chercher d'important. Alors, on y va, on est parti pour la lecture. Pourquoi faut-il toujours trinquer les yeux dans les yeux? Superstition. Les joyeux buveurs du samedi soir connaissent mieux que quiconque la tradition. Mais d'où vient-elle? Et pourquoi cela porte-t-il malheur de ne pas la suivre? Le Figaro revient sur son origine. Ils se nomment vin, bière, alcool ou cocktail et s'imposent chaque soir sur les tables des bars comme les rois de la soirée. L'ivresse des paradis artificiels a en effet conquis, avec modération évidemment, tous les palais. À chaque début d'année,
Pardon, chaque début d'année. Alors ça, c'est le lapsus parce qu'on est début 2024. Je reprends. À chaque début de tournée, les boissons s'entrechoquent. On se souhaite le meilleur. On tape le verre encore et encore sans jamais se quitter des yeux. Mais d'où vient cette curieuse tradition? Le Figaro revient sur son histoire. Une histoire qui nous replonge durant l'ère médiévale. À l'époque, les lieux de beuverie sont autrement des endroits rêvés pour empoisonner ses compagnons de boisson. Afin de s'assurer des bonnes intentions de son voisin, il était ainsi courant, voire recommandé, d'entrechoquer son verre contre le sien, et ce sans le quitter des yeux, histoire de s'assurer des bonnes intentions du dit camarade. Si un obscur liquide avait été mélangé au breuvage du joyeux buveur, quelques gouttes sont déversées alors dans la chope du dit compagnon. Ce dernier était alors obligé de détourner le regard afin de vérifier qu'aucune larme de poison ne se soit noyée dans son verre. Pris sur le fait, le gentil buveur comprenait ainsi que son compagnon de boisson avait surtout pour dessein de l'assassiner. De nos jours, la tradition a quelque peu changé. Plus question en effet de guetter un éventuel assassin. Si l'on continue de trinquer en regardant notre camarade de boisson, c'est surtout pour placer notre soirée sous les meilleurs auspices. N'allez donc rien imaginer si votre barman vous demande un jour quel poison buvez-vous ce soir. Il cherchera seulement à égayer votre joyeuse tablée. Source Le Figaro 2018. Alors donc ce texte, c'est un texte très court qui ne présente pas énormément de difficultés au niveau du vocabulaire. La seule partie qui est un petit peu, qui peut un petit peu vous surprendre, c'est lorsque c'est l'utilisation de l'utilisation de du dit. Et c'est dans cette partie-là, hein. Et du dit camarade, ça c'est fait pour reprendre ce camarade, le camarade dont on a parlé, celui dont on vient de parler, le dit comme le verbe dire, d'accord? Du dit camarade. Et au féminin, ça serait de la dite camarade. On va le mettre au féminin, on va l'accorder. Donc, du dit, ça veut vraiment dire de celui dont on vient de parler, de celui qui est évoqué plus haut dans le texte. Et donc là, eh bien, ça fait référence. À l'époque, les lieux de beuverie sont autrement des endroits rêvés pour empoisonner ses compagnons de boisson afin de s'assurer des bonnes intentions de son voisin. Donc, pour s'assurer que son voisin est gentil, il était courant d'entrechoquer, donc de cogner son verre contre le sien, contre le verre de son voisin, sans le quitter des yeux, donc sans quitter des yeux notre voisin, histoire de s'assurer des bonnes intentions du dit camarade, donc pour s'assurer des bonnes intentions de ce voisin. Voilà, c'est juste une autre formulation, de façon à ne pas avoir à répéter de son voisin, de son voisin, de son voisin. Et ici, on a encore du dit compagnon qui reprend du dit camarade, du dit voisin, de son voisin, de son voisin, de son compagnon. Voilà, tout simplement. Donc, du dit, quand vous le rencontrez, eh bien, cela fait appel à la personne ou on a un nom après, hein, la personne dont on a parlé auparavant. Et du dit va s'accorder au féminin ou au pluriel. Alors, donc, on prend le temps de lire son texte. Si vous avez besoin de relire le texte plusieurs fois, mettez cette vidéo en pause, il n'y a pas de souci. Et on va aller regarder, donc on a nos questions, toutes nos questions. Puis maintenant, on va aller regarder les réponses. Donc, si vous n'avez pas fait la compréhension avant la vidéo, prenez le temps de la faire et on se rejoint pour les réponses. Alors, la correction. Quelle est la tradition décrite dans le texte que les buveurs du samedi soir suivent souvent? Eh bien, il s'agit tout simplement de la tradition de trinquer en se regardant dans les yeux. On n'a pas besoin d'attendre une occasion très très spéciale. Simplement le fait de se retrouver entre amis, on va trinquer. Quels sont les différents types de boissons mentionnés dans le texte? On nous parle de vin, bière, alcool et de cocktails. Pourquoi les buveurs doivent-ils trinquer les yeux dans les yeux? Eh bien, pour s'assurer des bonnes intentions de leurs compagnons de boisson et éviter l'empoisonnement. Donc ça, c'est à l'époque, hein. Aujourd'hui, un peu moins. Quoique. À quelle époque remonte l'origine de cette tradition de trinquer en se regardant dans les yeux?
Eh bien, cette tradition remonte à l'ère médiévale, et l'ère médiévale, c'est le Moyen Âge, période qui se situe environ entre le 5e siècle jusqu'au 15e siècle. Le Moyen Âge s'arrête à la Renaissance, donc vers le 15e siècle, et il a commencé au 5e siècle. Donc c'est quand même une période très longue qui fait une dizaine de siècles. Pourquoi était-il courant, à l'époque médiévale, d'entrechoquer les vers en se regardant dans les yeux? Eh bien, pour s'assurer des bonnes intentions de son voisin et éviter l'empoisonnement. Donc, vous voyez, là, je me suis amusée à vous poser des questions avec des différentes formulations, mais qui se recoupent. Quel était l'objectif principal de cette tradition à l'époque médiévale? Eh bien, éviter que les substances nocives, donc nocives, quelque chose de nocif, c'est quelque chose de mauvais pour la santé. C'est méchant pour votre santé, c'est mauvais pour votre santé. Et au masculin, nocif, avec un F. Donc, éviter que des substances nocives soient mélangées aux boissons et prévenir d'éventuels empoisonnements. Comment la tradition a-t-elle évolué de nos jours par rapport à l'époque médiévale? Eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus liée à la suspicion d'empoisonnement, mais elle est plutôt à souhaiter une soirée réussie. Voilà. C'est de la convivialité pour se souhaiter une bonne soirée, pour signifier qu'on est heureux d'être ensemble. Pourquoi est-il mentionné que les lieux de beuverie étaient propices à l'empoisonnement à l'époque médiévale? Eh bien, parce que ces endroits étaient considérés comme des lieux où l'on pouvait facilement empoisonner ses compagnons de boisson. Ce que le texte ne nous dit pas, c'est qu'effectivement, à l'époque médiévale, les lieux de beuverie, donc les tavernes, certaines auberges, étaient des lieux dans lesquels tout le monde se retrouvait. On n'était pas forcément entouré que d'amis, et tout le monde était assis à des grandes tables. On ne savait pas forcément à côté de qui on était assis. Ça pouvait être un ami, ça pouvait être un ennemi, ça pouvait être un parfait inconnu. Et donc, dans ces lieux dans lesquels on buvait beaucoup, on pouvait manger, au bout d'un moment, l'alcool faisait son effet. Certaines personnes pouvaient profiter de la situation pour essayer de nous empoisonner. Et le poison était la forme la plus commune de mort, de mort en essayant de ne pas laisser de traces de qui était l'assassin. Autrement, il fallait se donner un coup d'épée et puis plus tard se donner un coup de fusil. Mais bon, ça laissait des traces, on le savait. Alors que si on versait discrètement du poison dans un verre, on pouvait s'échapper et ne pas être reconnu coupable. Question numéro 9. Comment les buveurs pouvaient-ils déceler un éventuel empoisonnement à l'époque médiévale? Eh bien, comme nous le dit le texte, en entrechoquant, donc en cognant, trinquant, en entrechoquant leur verre, quelques gouttes du breuvage du joyeux buveur pouvaient se verser dans la chope, donc dans le verre de son compagnon, et celui-ci devait détourner le regard pour vérifier qu'aucune substance nocive n'était présente. Donc, il faut s'imaginer qu'à l'époque, les verres étaient plus épais. Donc, quand on trinquait, on ne faisait pas un petit ding. Non, 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 on trinquait fortement. On tapait vraiment les verres. Et donc, en tapant les verres, eh bien, le liquide à l'intérieur des verres se trouvait bousculé, tourmenté, et il pouvait déborder et aller dans l'autre verre. Donc, si on avait mis du poison dans le verre de quelqu'un et qu'on trinquait avec cette personne, on risquait de se retrouver à notre tour avec quelques gouttes de poison dans notre verre. Et c'est pour cela qu'il fallait que regarder la personne avec laquelle on était en train de trinquer était un signe de confiance. Parce que si on n'avait pas mis de poison, on n'était pas inquiet. On pouvait avoir quelques gouttes de son breuvage, de sa boisson, dans notre verre. Ce n'était pas grave. Par contre, si on avait essayé d'empoisonner cette personne, en trinquant, on voulait vraiment garder les yeux sur le verre afin de vérifier qu'il n'y avait pas de poison qui allait aussi dans notre verre. Donc c'est pour ça que il fallait se regarder dans les yeux, et quelqu'un qui n'était pas sainement, sereinement en train de nous regarder dans les yeux était quelqu'un qui avait sûrement quelque chose à se reprocher et peut-être un empoisonnement. Question 10. Quelle est la raison actuelle pour laquelle les gens continuent de trinquer en se regardant dans les yeux, selon le texte? Eh bien, pour placer la soirée sous les meilleurs auspices, sans lien avec la suspicion d'empoisonnement. Donc, les meilleurs auspices, hein, c'est quand on s'en remet un petit peu à,
au destin, au sort, à la fatalité, mais on essaye de faire en sorte que cette soirée soit sous les meilleurs signes, qu'elle se passe très bien. Donc on fait tout pour, comme une sorte de superstition, on va tout faire pour montrer qu'on veut que cette soirée se passe bien. Donc voilà pourquoi on trinque aujourd'hui. Donc voilà pour ces corrections, ce texte. Et donc à chaque début de tournée, et pas chaque début d'année. Et ensuite, eh bien, voilà pour cette compréhension, donc compréhension écrite, quelque chose que prenez le temps de faire, de refaire. Quand vous lisez un texte, le jour d'un examen, vous avez une contrainte de temps. Donc il faut aller rapidement, mais le texte, il faut le lire au moins 2 fois. Si vous travaillez chez vous tranquillement, vous pouvez lire le texte plus, et vous verrez que un texte, même sans regarder de dictionnaire, si vous vous donnez le temps de lire un texte plusieurs fois, vous allez comprendre beaucoup plus de choses à chaque lecture. Donc faites cet exercice, vous verrez, c'est très intéressant. Vous lisez votre texte une fois, vous ne comprenez pas tout. Et déjà, quand vous commencez votre texte, parfois vous ne comprenez rien. Mais ayez confiance en vous, ayez confiance en l'auteur. On ne peut pas donner toutes les informations d'un texte dès la première ligne. Donc il faut avancer dans le texte. Et ça demande un peu de courage, parce que parfois on est tenté de s'arrêter, on ne comprend pas une phrase, on ne comprend pas un mot. Dites-vous que ce mot, cette phrase va probablement s'éclairer à la lecture du texte. Mais pour cela, il faut avoir le courage de continuer. Et vous verrez que petit à petit, certains mots obscurs, vous allez avoir des synonymes. Certaines tournures grammaticales, vous allez avoir des paraphrases, d'autres façons d'expliquer, de dire, puisqu'on n'aime pas trop les répétitions. Donc, quelque chose que vous ne comprenez pas en début de texte, en début de phrase, il y a de fortes chances pour que cela s'éclaire, s'illumine, devienne plus clair au fur et à mesure de l'avancée de votre lecture. Donc, donnez-vous cette chance, laissez-vous ce temps. Une fois que vous avez fait une première lecture, essayez de trouver le courage de faire une deuxième lecture et pourquoi pas une troisième. Vous verrez qu'à chaque fois, vous comprendrez mieux. À chaque fois, des mots s'éclairciront, les sens s'éclairciront et la compréhension du texte deviendra de plus en plus fluide. Donc, faites bien cet exercice. C'est un travail de patience, c'est un travail de confiance, mais voilà, faites-le, vous pouvez tout à fait y arriver. Donc, voilà pour cette compréhension. Comme je vous l'ai dit, je vous ai souhaité un bon travail. Pour les abonnés au blog, samedi, je leur ai envoyé une activité complémentaire comme chaque samedi. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous et chaque samedi, vous recevrez un exercice, une activité connectée à l'article de blog. Et si vous voulez progresser plus, eh bien, venez me rejoindre en cours de français. Je propose différents types de cours. Je propose tout d'abord des cours particuliers. Donc, le cours particulier, on le fait en ligne. C'est un cours qui est adapté à votre rythme, à vos horaires. On travaille sur les thèmes qui vous intéressent. Je pars vraiment de votre niveau et je vous aide à atteindre vos objectifs. C'est le meilleur de tous les cours que vous pourrez avoir puisque c'est le cours qui est créé sur mesure pour vous. Vous avez toute mon attention, vous avez tout le temps de parole que vous voulez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous allons à votre rythme. Donc, si vous voulez progresser, offrez-vous des cours particuliers. Je propose également des cours de français pour expatriés. Donc, comme les cours particuliers, vous bénéficiez de cours sur mesure avec tout le confort nécessaire. Mais en plus, eh bien, c'est un lieu dans lequel on va pouvoir décrypter la société française, la culture française, les comportements des Français. Dans un cours pour expatriés, vous pouvez venir avec vos questions, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos frustrations, vos colères, pourquoi pas. C'est un lieu d'écoute. C'est un lieu dans lequel vous pouvez parler, vous serez écouté et ensemble, on fera tout pour comprendre la culture qui vous entoure et pour vous aider à mieux vivre votre expatriation. Et enfin, si vous êtes les rois de l'autonomie, eh bien, je vous propose des cours en ligne en autonomie. Il s'agit du cours de perfectionnement intégral. C'est un cours pour lequel chaque mois, je sélectionne un thème dans l'actualité française et à partir de documents authentiques, nous travaillons ce thème. Donc, on travaille à partir d'articles de presse, d'émissions de radio, de vidéos. Vous travaillez les différentes compétences.
Vous avez des leçons, des cours en vidéo, vous avez des activités, des exercices, et ce cours, vous le travaillez en autonomie. Vous le travaillez comme vous voulez, quand vous voulez, à votre rythme. Vous avez un accès illimité. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aller vous promener dans les différents thèmes qui ont été traités et prendre les thèmes qui vous intéressent. Donc, c'est le meilleur cours pour travailler à un véritable niveau de perfectionnement, tout en ayant votre liberté entière et totale, et en même temps un cours qui est constamment mis à jour, toujours, 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 avec des nouveautés. Chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de travail en plus. Donc, c'est un cours qui vous donne le meilleur de l'autonomie et le meilleur du cours vivant. Et en cadeau, en bonus, lorsque vous achetez ce cours, vous l'achetez pour 1 an, mais lorsque vous achetez ce cours, eh bien, je vous donne accès à toutes les archives. Donc, vous avez accès aux cours de 2023, de 2022, tous les mois. Et si vous ne renouvelez pas votre cours, vous n'aurez plus accès au prochain cours la prochaine année, mais vous garderez quand même le cours que vous aurez acheté, plus toutes les archives. Donc, dans tous les cas, vous achetez un cours pour 1 année, vous avez 3 années de cours. Si vous ne renouvelez pas votre achat, vous gardez quand même vos 3 années de cours. Et je peux vous dire que pour le tarif, vous ne trouverez pas meilleur et pas mieux où que ce soit. Donc voilà pour les cours que je vous propose, voilà pour cette compréhension écrite. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt.